Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dans le cadre des activités et de la valorisation des collections du département des arts de l'islam. Et j'ai donc le plaisir d'introduire Gwenaëlle Fellinger, qui est conservateur en chef dans ce département. C'est elle qui, parmi toute l'équipe de conservation qui a eu la chance de travailler assidûment il y a 10 ans, fin septembre, à l'ouverture de ce département. C'est donc sans doute celle qui connaît le mieux toute cette collection et qui est en particulier en charge actuellement des collections que l'on appelle traditionnellement de l'Occident islamique, groupe d'œuvres auquel appartient ce fameux lion de Monzon dont il va être question dans un instant, mais elle s'occupe aussi de toutes les collections textiles et tapis, spécialité rare dans notre domaine des arts de l'islam, et également de l'Iran Kadjar, c'est-à-dire de cette dynastie qui a régné essentiellement au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, dynastie sur laquelle elle a fait une exposition mémorable au Louvre-Lens qui s'appelait l'Empire des Roses, autrement dit le Golestan. Donc aujourd'hui, elle s'intéresse à l'un des chefs-d'œuvre du département. Elle nous permet, vous allez voir avec les recherches qu'elle a faites, inédites, de vous présenter les nouveautés sur cette œuvre, comme tous les chefs-d'œuvre que l'on croit connaître, d'autant plus que ce lion a fait l'objet de l'affiche il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, de l'ouverture du département. Et puis quand vous y retournez aujourd'hui, c'est la première œuvre que vous voyez en rentrant légèrement sur la gauche. Donc on croit la connaître et finalement, vous verrez, on ne la connaît pas vraiment. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence. Et je lui cède sans plus tarder la parole. Merci à vous de votre présence. Merci beaucoup Yannick pour ces mots introductifs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie effectivement de vous présenter aujourd'hui cette conférence autour de cet animal que nous pensons très bien connaître, le lion de Monzon. Et comme vous l'avez compris, c'est une façon aussi de fêter cet anniversaire du département, ses 10 ans d'ouverture, avec la présentation de cette affiche, puisque c'est lui qui avait été, en 2012, mis en vedette et qui, présent sur tous les bus de la capitale, avait sillonné les rues de Paris pour annoncer cette ouverture. Ce lion de métal, que l'on appelle le lion de Monzon, vous comprendrez tout de suite pourquoi, est aujourd'hui celui qui vous accueille dans les salles. Voici une photo prise il y a quelques jours à l'entrée de ces salles où vous avez ce grand écran interactif et puis dans la vitrine sur la gauche, la toute première vitrine que voient les visiteurs, cet animal de métal. S'il avait été choisi en 2012 et si aujourd'hui il accueille les visiteurs, c'est bien parce qu'il était célèbre. C'est bien qu'on a considéré qu'il était représentatif des 18 000 œuvres de la collection. Et effectivement, c'est un incontournable pour tout étudiant qui étudie les arts de l'islam. C'est un incontournable, c'est aussi une œuvre qui a été très vite connue du grand public, comme nous allons le voir. C'est un petit animal, finalement, il mesure 31,5 cm de haut sur 54,5 de long. Et ce petit animal est devenu une véritable icône des collections du musée. Alors cette célébrité pourrait impliquer une parfaite connaissance de l'œuvre, et nous pourrions penser qu'il n'a plus rien à nous apprendre. Et pourtant, comme vous le verrez, nous sommes encore loin de cette parfaite connaissance. Lorsque je me suis penchée sur cette œuvre il y a quelques années, il m'est vite apparu qu'il restait très mal compris finalement, et relativement peu étudié en profondeur. Pourtant, il y a une abondante littérature, les images du lion sont très nombreuses, il a illustré de multiples publications. Mais si vous allez dans les espaces, vous verrez qu'il est accompagné d'un cartel qui comporte de multiples points d'interrogation.
Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes ces interrogations aujourd'hui, ou si au contraire, j'en rajouterais encore quelques-unes, mais il m'a semblé important de me pencher sur l'histoire de cet animal, qui est donc certes emblématique des collections du musée, mais qui est aussi emblématique de la façon dont une œuvre s'érige en chef-d'œuvre. Le but aujourd'hui n'est pas de faire la liste des publications très nombreuses sur le lion, mais je vais tout de même reprendre les grandes étapes de celle-ci, et notamment de celles qui entourent sa découverte. Les toutes premières publications du lion, dans les années 1860 et 70, nous indiquent que celui-ci a été trouvé dans une localité espagnole du nom de Monzón de Campos, et c'est pour cela qu'on l'appelle le lion de Monzón, vers 1849. Il aurait été découvert, selon ses premières publications, il y a quelques variantes, soit dans un champ par des paysans, soit, et c'est nettement plus probable, dans une cache fermée, dans un des 2 châteaux de Monzón de Campos, en compagnie d'un mortier de métal que je vous montrerai immédiatement après, qui est aujourd'hui conservé au musée Balaguer de Vilanova i la Geltrú, près de Barcelone. Monzón de Campos est un petit village qui dépend de la ville de Palencia, qui se trouve immédiatement au sud, à environ 13 km. Et à la période médiévale, ces 2 villes font partie des royaumes chrétiens, les royaumes chrétiens du Nord. Ce sont deux espaces qui n'ont jamais été sous domination islamique. À Monzón, on trouve aujourd'hui 2 châteaux, ou plus exactement, on trouvait 2 châteaux. Le château principal au centre du village, qui est toujours conservé, mais qui n'est pas celui où a été trouvé le lion. Le château où a été découvert le lion a été détruit dans les années justement 1849-1850 pour construire une ligne de chemin de fer, une des toutes premières lignes de chemin de fer en Espagne. Ce château détruit est en réalité le château principal au Xe et XIe siècle, et ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que le 2e prendra le relais. Certaines sources disent d'ailleurs que les 2 châteaux étaient reliés par un souterrain, mais comme l'un des 2 est aujourd'hui détruit, c'est très difficile à vérifier. Comme je vous l'ai dit, Monzón est une ville importante parce que c'est une ville qui se trouve non loin de la frontière avec les territoires sous domination islamique, mais c'est une ville qui reste sous domination chrétienne. Elle dépend d'abord au Xe siècle d'un comté qui est un comté du royaume de Léon. Et les alliances entre le royaume de Léon et les Omeyyades d'Espagne sont très changeantes, mais à la fin du Xe siècle, il faut quand même noter qu'elles sont très étroites. Le comté de Monzón, en réalité, fait tampon entre 2 royaumes chrétiens, le royaume de Léon d'une part, et surtout le comté de Castille, qui deviendra ensuite le royaume de Castille. À la fin du Xe siècle, à la toute fin du siècle, Monzón de Campos est rattaché à la Castille et restera définitivement castillan. Le lion a été trouvé en compagnie d'un mortier, ou d'une œuvre que l'on identifie comme un mortier, que vous avez ici sur la droite de l'écran. Et très rapidement, ces 2 œuvres ont été séparées. On connaît mieux l'histoire du mortier dans ses premières années, postérieures à la découverte. Il appartient alors à un marquis qui vit à Caceres, qui se nomme Miguel Jalón, marquis de Castrofuerte et Castrofalle. Et ce marquis est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le château de Monzón. C'est probablement pour cette raison-là qu'il a en sa possession ce mortier qui y a été découvert. Le mortier est le premier à être publié en Espagne par un historien très célèbre du nom de Pascual de Gayangos, qui publie en 1864 cette œuvre dans la revue El Arte en España. Et il est le premier aussi à signaler l'existence du lion, en précisant qu'il n'a pas vu l'œuvre. Il n'a pas vu le lion, il n'a étudié que le mortier. Mais il sait que celui-ci a été trouvé avec un lion. Il reste donc, concernant le lion, une zone d'ombre entre cette année de découverte et quelques années plus tard, vers 1870, quand on le retrouve aux mains d'un pharmacien de Valladolid, dont le nom ne nous est pas connu, un personnage assez mystérieux, cité dans une publication, qui est peut-être d'ailleurs un intermédiaire du marquis de Caceres. Ce personnage, qui détient le lion, à Valladolid, le propose en premier lieu au musée archéologique de Madrid, pour une somme considérée par le musée comme faramineuse, et celui-ci décline la proposition. À cette occasion, néanmoins, un personnage l'observe de près et Francisco Contreras publie cette gravure,
prépare cette gravure qui sera publiée un peu plus tard. C'est la première illustration du lion de Monzón que vous avez ici à l'écran. En 1872, après le refus du musée de Madrid, le lion est vendu par ce même personnage de Valladolid au peintre Mariano Fortuny Marsal, et il figure à ce moment-là sur des photographies et sur des tableaux représentant l'atelier de Fortuny. On le retrouve aussi d'ailleurs dans son inventaire après décès. Vous l'avez ici, sur la photographie, entouré en rouge, où on le voit bien présent dans l'atelier. Et on va le retrouver aussi, dans ces mêmes années 1873-74, sur un tableau qui représente l'atelier de Mariano Fortuny à Rome. Le lion est ici, je vous ai fait un agrandissement, alors la photographie n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais on le reconnaît nettement. Fortuny meurt en 1874, et il n'a donc eu le lion en sa possession que 2 ans. Et dès 1875, celui-ci, le lion, est publié et étudié par un autre grand historien espagnol, José Amador de los Ríos, qui reprend la planche faite par Contreras à Madrid pour illustrer sa monographie. Il écrit une monographie assez longue, plusieurs dizaines de pages, sur une œuvre dont il précise qu'il ne l'a jamais eue entre les mains. Il ne l'a jamais vue. En effet, il avait prévu un voyage à Rome pour cette étude et malheureusement, le décès de Fortuny a annulé ce voyage. Mais néanmoins, il tient à publier cette monographie. Il souligne à plusieurs reprises dans cette monographie que les informations sur la découverte précise du lion sont extrêmement floues, que cela d'ailleurs ne l'aide pas à situer l'œuvre et qu'il n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle cet objet, que lui attribue à Cordoue et au Xe siècle, s'est retrouvé dans cette région de Vieille-Castille. Cette année 1875 est importante aussi puisque c'est l'année où le lion va être vendu au moment de la vente après décès de Mariano Fortuny et entrer dans une autre très grande collection, celle d'Eugène Pio. Et c'est le début d'une très grande postérité et de ses multiples publications, puisqu'il est publié une première fois en 1875 et il sera republié à la mort d'Eugène Pio dans le catalogue de la vente avec une illustration là aussi. Or, dans ces années-là, et durant toute la première moitié du XXe siècle, seules les œuvres vraiment majeures sont publiées dans les catalogues de vente. Pio, lorsqu'il l'a en sa possession, l'exposera à Paris, ce qui contribue aussi à sa notoriété, dès 1878, 3 ans après son acquisition, dans la galerie orientale du Trocadéro. Puis, comme je vous l'ai dit, il décède et lors de la vente de 1890, le lion changera encore de main. Mais avant, attardons-nous un petit instant sur ce texte du catalogue qui synthétise les connaissances d'alors et comme nous allons le voir, finalement, nous n'avons pas beaucoup progressé aujourd'hui. Je vais vous lire le texte parce qu'il est très petit à l'écran. Lion provenant d'une fontaine, art arabe d'Espagne, ce lion qui a fait partie de la décoration d'une fontaine est dressé sur ses 4 pattes. La gueule ouverte, les yeux et les oreilles dressés sont traités dans un style purement conventionnel. Sa décoration entièrement gravée est divisée en compartiments renfermant des entrelacs, des rosaces, des oiseaux et des inscriptions en caractères koufik. La queue mobile, striée et terminée par un fleuron, semble avoir servi au mécanisme d'une fontaine. Sous le ventre, une large ouverture circulaire, hauteur 300 mm, longueur 540 mm, vente Fortuny numéro 67. Et le catalogue reprend alors le texte qui avait été écrit au moment de la vente Fortuny par le baron Charles d'Avilliers. Et le cite. Il a la forme d'un lion fantastique et est couvert de caractères koufiques peu lisibles. Une large ouverture pratiquée à la partie inférieure donnait passage à des conduites d'eau qu'on pouvait à volonté ouvrir ou fermer au moyen de la queue qui est mobile et servait de clé. L'eau sortait par la bouche du monstre. C'est ce qu'on appelle en Espagne un repartidor de aguas. Ce rare bronze a été trouvé en 1872 à Palencia, en Vieille-Castille. Le baron d'Avilliers considérait cette pièce comme probablement antérieure au XIIe siècle. Et c'est là que s'arrête le catalogue. Donc finalement, le catalogue s'aligne sur les considérations de d'Avilliers. Comme vous pouvez tout de suite le remarquer, la date de découverte n'est pas la bonne, c'est la date de vente à Fortuny. Mais pour le reste, les informations qui se trouvent signalées dans ce catalogue vont être reprises quasiment à l'identique, à peu de choses près, par la suite, durant toutes les publications jusqu'en 2018.
On sait par ailleurs que Davilliers était en correspondance avec Fortuny au moment où celui-ci a acquis le lion en 1872 et que Fortuny avait même demandé à Davilliers de passer à Valladolid voir le lion, ce qu'il n'a pas pu faire. En 1890, le lion est acquis par un autre grand collectionneur parisien au moment de la vente Piot, du nom de Louis Stern. C'est un banquier qui décède en 1900. 3 ans après, en 1903, la veuve de Louis Stern prête le lion à l'exposition du pavillon de Marsan, l'exposition organisée au Musée des Arts Décoratifs, dont le commissaire est Gaston Migeon. Et à cette occasion, Gaston Migeon le considère encore comme espagnol et le date des 10e, 11e siècles dans la lignée de ce qu'avait écrit Davilliers. Mais le même Gaston Migeon, un tout petit peu plus tard, en 1907, republie l'œuvre. Alors voici d'abord la planche qui a été publiée dans le catalogue de l'exposition de 1903. Et peu de temps après, en 1907, l'œuvre est citée à nouveau, mais cette fois sans illustration, dans le manuel que Gaston Migeon publie à ce moment-là. Et cette fois, il change son attribution et son origine. Il le considère désormais comme fatimide, c'est-à-dire d'origine égyptienne, et datable des environs de 1100, plutôt du XIIe siècle. Il considère que le mortier qui a été trouvé avec le lion, d'ailleurs, est de la même période et qu'il est aussi fatimide. Et enfin, il compare avec le quadrupède que vous avez sur la gauche, mais aussi avec un autre quadrupède que je vais vous montrer dans un petit instant, qui est une biche dont nous savons, nous, aujourd'hui, qu'elle a bien été trouvée sur le site de Madinat Zahra où elle a été fabriquée. Mais à cette période-là, Migeon considérait cette biche comme également fatimide. Et c'est pour cette raison-là qu'il place le lion du côté de l'Égypte. C'est avec cette attribution égyptienne que l'objet est inscrit à l'inventaire du Louvre en 1926. Alors voici la biche que Gaston Migeon qualifie de cheval, mais c'est bien une biche, qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Cordoue et que Gaston Migeon considérait comme fatimide, donc comme égyptienne, alors que c'est un objet dont nous connaissons l'histoire et qui a été découvert sur le site de Madinat Zahra avant d'être remployé dans un couvent non loin du même site. Et voici l'inventaire du Louvre. Vous pouvez voir tout en bas de ma diapositive que Migeon a considéré qu'il s'agissait toujours d'art fatimide. En 1926, c'est l'année du décès de la veuve de Louis Stern, Ernesta, Maria Starr de son nom de plume, c'est une femme de lettres, et celle-ci a décidé de le léguer au Louvre. C'est ainsi que l'œuvre intègre les collections du musée. Alors, cette attribution fatimide n'est pas du tout unanime, et comme vous pouvez le constater, une autre main, bien plus tardive, a rechangé cette attribution en Espagne, XIIe siècle, ici. C'est effectivement une attribution, celle de Migeon, qui a été discutée dès l'origine. Dès 1911, donc 4 ans après la parution du manuel, 2 savants allemands, Friedrich Sarr et Ernst Kühnel, organisent une grande exposition à Munich, une exposition qui figure toujours dans les annales, et eux empruntent le lion, mais considèrent bien qu'il s'agit d'une œuvre espagnole des Xe, XIe siècles. Cette étude est poussée par la suite, en 1949, par Hugo Monrad Villard, qui le rapproche d'un autre animal de métal, que nous allons aussi voir tout de suite, un griffon conservé à Pise. Et là encore, Hugo Monrad Villard considère que ces 2 animaux sont d'origine espagnole, et plutôt des Xe, XIe siècles. C'est enfin en 1951, avec Gómez Moreno, que cette attribution espagnole est définitive et certaine. C'est lui qui, en le rapprochant d'autres animaux de bronze provenant du site de Madinat Zahra, établit cette origine espagnole. Voici la planche de l'ouvrage de Gómez Moreno, où vous avez réuni 2 planches plus exactement successives, où vous avez réuni tous ces animaux qu'il considère comme provenant du site de Madinat Zahra. À partir de ce moment-là, cette origine espagnole n'est plus discutée. Elle est acceptée dans les publications qui courent tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe.
Celles-ci sont extrêmement nombreuses, le lion est commenté, publié, illustré presque systématiquement, et cela va bien sûr contribuer à sa très grande notoriété, non seulement auprès des spécialistes, mais aussi par les grandes expositions auprès du grand public. Néanmoins, il subsiste quelque chose de ces attributions de Gaston Migeon. En effet, les historiens, et en particulier les historiens français, suivis par les anglo-saxons, attribueront définitivement aussi, jusqu'à aujourd'hui, le lion non pas au Xe-XIe siècle, ce qui était l'hypothèse de Gómez Moreno, mais au XIIe et XIIIe siècle. Et cette temporalité n'est absolument jamais justifiée dans les années 70, 80 et 90. Je vous en donnerai juste un exemple. En 1992, se tient à New York et à Grenade une très grande exposition, qui a fait date là aussi, intitulée Al-Andalus, The Art of Islamic Spain. Dans la notice de l'œuvre qui y figure, rien n'est dit de la justification de la datation. Le cartel, vous savez, ces quelques lignes qui précèdent le texte de la notice, indiquent une origine espagnole et une datation des XIIe, XIIIe siècles. Et pourtant, très paradoxalement, tous les éléments de comparaison qui sont cités dans le texte de la notice renvoient, eux, au Xe siècle. La première justification de la datation, ou la première tentative plutôt de justification de la datation, de cette datation XIIe, XIIIe siècle, on la doit à Claire Dellery, qui fut commissaire de l'exposition sur le Maroc médiéval au Louvre en 2014, une justification qu'elle a tenté d'approfondir dans une autre publication parue en 2018, un ouvrage consacré en majorité au griffon de Pise, que vous reverrez tout de suite, et autour duquel avaient été réunis des articles sur d'autres animaux de métal. Cette tentative de justification s'appuie sur l'épigraphie, mais dans la même publication de 2018, un autre auteur, Julian Rabi, réfute ces arguments et demande un approfondissement de cette étude. C'est justement ce que nous allons faire maintenant. La datation du lion, en effet, doit reposer sur une comparaison systématique de cette épigraphie. Il y a une inscription sur le lion que je vous redonnerai tout de suite, mais avant de venir à cette inscription et à ces comparaisons, je voudrais juste replacer dans leur ensemble quelques grandes lignes de l'évolution des graphies en Al-Andalus sur les objets mobiliers. On distingue généralement trois grandes phases dans l'évolution de ces épigraphies. La première grande phase couvre plusieurs siècles et correspond au califat des Omeyyades d'Espagne, donc entre le 8e et le 10e siècle. La seconde phase correspond au 11e siècle, cette période qu'on appelle les Reyes de Taifas, où d'un point de vue politique, on assiste à un émiettement du califat en une multitude de petits royaumes. Et la troisième grande phase correspond au règne des Almoravides et des Almohades, donc au 12e et 13e siècle, puis ensuite au 14e et 15e siècle, aux Nasrides. On considère que ces derniers sont dans la continuité de la période précédente. La première grande phase, celle de l'émirat puis du califat omeyyade, est elle-même subdivisée en trois phases. Je ne m'attarderai pas sur les deux premiers siècles, je me concentrerai surtout sur la deuxième et la troisième qui couvrent le Xe siècle. La deuxième phase correspond au règne du premier calife omeyyade d'Espagne, Abd al-Rahman III, et nous sommes entre les années 930 et 960 environ. C'est lui qui va construire cette ville califale de Madinat az-Zahra à quelques kilomètres de Cordoue. Et dans cette ville califale, on voit apparaître cette seconde phase épigraphique avec des lettres que l'on qualifie de koufiques fleuronnées, c'est-à-dire des écritures angulaires dont les hampes s'achèvent par de petits fleurons. C'est une écriture assez reconnaissable. J'attirerai juste votre attention sur cette forme ici que nous allons retrouver par la suite, qu'on appelle une forme en col de cygne. La troisième subdivision de cette première phase, j'espère que c'est à peu près clair pour l'instant, correspond, elle, au règne d'Al-Hakam II, le fils du précédent, et au tout début du XIe siècle, au moment où la dynastie s'émiette et où le pouvoir est usurpé par une famille de vizirs. Nous sommes dans les années 960 à 1010 environ. Cette seconde phase épigraphique est très différente de la première.
On la retrouve par exemple sur le décor du mihrab de la mosquée de Cordoue. Et vous voyez, c'est une phase que l'on qualifie de koufique simple. Les lettres sont beaucoup plus sobres, elles s'achèvent par de petits biseaux. Vous avez une autre caractéristique qui sont ces ligatures qui débordent de la ligne semi-circulaire. Et vous avez encore une autre caractéristique qu'on va retrouver dans ce koufique simple qui est l'étagement des hampes lorsque plusieurs se succèdent. Là encore, j'attirais juste votre attention, voici une dérivation de la forme que je vous ai montrée précédemment, mais en plus raide, ici nous sommes sur un décor architectural. Il ne faut pas oublier non plus que le support influe sur la forme des lettres. Je vous ai mis 2 exemples de cette phase, donc d'une part ce mihrab et d'autre part une pyxide très célèbre que l'on appelle la pyxide de Zamora, qui est conservée à Madrid, où vous avez le même type de koufique simple aussi. Donc, ces éléments sont ou datés ou datables extrêmement facilement, ce qui permet d'avoir des repères dans ces évolutions épigraphiques. Ce koufique simple se caractérise par ses proportions relativement sobres, très élégantes, assez ramassées, et ces ligatures donc, qui débordent, comme je vous les ai montrées, de manière semi-circulaire. C'est une écriture qui est très esthétique, qui est privilégiée pour cela, et donc vous en avez ici ces 2 exemples. La deuxième grande phase, ou ce qu'on considère comme la deuxième grande phase épigraphique, correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, au XIe siècle, au Reyes de Taifas. En réalité, ce n'est pas une période de changement, c'est même une période de continuité presque parfaite avec la précédente, si ce n'est que l'émiettement politique et l'émiettement aussi culturel a entraîné des variantes régionales dans ce koufique simple. Mais ce koufique simple est toujours pratiqué tout au long du XIe siècle. On va avoir par exemple dans ces variantes régionales le fait qu'à Tolède, vous avez ici une œuvre qui a été fabriquée à Tolède, les lettres sont regravées au centre. Vous voyez, il y a une rainure ici qui marque le contour de la lettre. Et vous avez, en fonction des villes, différentes petites variantes, mais dans l'ensemble, on reste sur ce koufique très élégant, un peu ramassé. Et vous avez aussi, surtout, comme le montre ce coffret, la continuité parfaite du koufique simple précédent. Là encore, j'attire votre attention sur cette forme en col de cygne que je vous remontrerai tout de suite. En revanche, la troisième phase, celle qui correspond au règne almoravide et almohade, est-elle très différente. L'épigraphie se retrouve de manière indifférente à cette période-là, sous les mêmes formes du côté du rivage marocain et du côté espagnol, puisque les 2 zones géographiques relèvent de la même entité politique. J'ai donc pris un exemple marocain et un exemple espagnol pour vous montrer à partir de ce moment-là les changements qui apparaissent dans cette épigraphie. Tout d'abord, le premier changement marquant, c'est l'allongement des hampes et le changement des proportions. Le koufique simple qui figure sur les objets jusqu'au XIe siècle correspond à une proportion des lettres d'environ 1/3, c'est-à-dire que, je vais juste revenir en arrière, ce sera plus simple, les lettres ici font à peu près 1/3 de la hauteur totale des hampes, à peu près. À partir du XIIe siècle, cette proportion va changer et les hampes seront bien plus élancées. On aura plutôt des proportions d'un 1/5, un 1/6. C'est aussi un moment où le fond floral va devenir extrêmement envahissant, alors que jusqu'à présent, sur les objets, ce koufique simple était très lisible. Il pouvait déjà y avoir des exemples avec un fond floral, mais il ne gênait pas la lecture. Comme vous le voyez sur l'exemple du haut, il devient extrêmement envahissant au point parfois de masquer la lecture. Et ces évolutions s'accentuent à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Les hampes deviennent de plus en plus longues, commencent à se nouer les unes aux autres, et cela va donner les types épigraphiques que l'on retrouve ensuite à l'Alhambra. Mais surtout, le grand changement, le changement majeur, et qui n'a été souligné par aucun auteur pour l'instant à propos du lion, c'est qu'à partir de ce XIIe siècle, on n'écrit plus en koufique sur les objets mobiliers. On va privilégier cette écriture pour des éléments architecturaux, alors que sur les objets, c'est le cursif, les écritures cursives qui sont privilégiées. Bien sûr, il peut toujours y avoir des exceptions. Alors revenons maintenant à notre lion. Le lion porte un certain nombre d'inscriptions, ou plus exactement, il porte 2 fois la même inscription sur 3 endroits différents. Le premier endroit, là où l'inscription est complète, c'est sur le dos, ici. Il est décoré
d'un motif qu'on a parfois qualifié de tapis de sel, qui comporte ici dans ces cartouches 2 pans et au-dessus cette inscription ici. Je vous en ai mis aussi une image. On retrouve la même sur les 2 flancs, et cette fois divisée en 2. Vous avez la première partie de l'inscription ici, c'est pour ça que mes 2 images se tournent le dos, et la seconde partie là. C'est la même inscription que celle du dos, si ce n'est qu'elle est coupée en 2, et je vous donne cette suite de vœux qui dit « bénédiction parfaite et bonheur complet ». En arabe, « baraka kamila wa nima shamila ». On a ici « baraka kamila wa » et « nima shamila » de l'autre côté, alors que si je reviens sur la précédente, on avait l'intégralité « baraka kamila wa » Nima Shamila. Et comme vous avez vu, j'ai souligné le wa au passage. L'écriture du lion est une écriture assez simple, assez trapue, qui s'achève en biseau et dont les proportions sont à peu près d'un tiers. Ce sont les caractéristiques du koufik simple. Et cette écriture, comme vous pouvez le constater, est extrêmement différente des koufiks de la période almohade et même de ceux de la période almoravide. Un des éléments qui a souvent été cité comme étant un marqueur de cette période est ce wa, qui s'achève en col de cygne. Mais je vous en ai souligné quelques-uns au fur et à mesure de cette petite démonstration, et vous avez vu que c'est une forme qu'on trouve déjà à Madinat az-Zahra et qu'on retrouve ensuite sur un certain nombre d'objets datables de la seconde moitié du Xe et du début du XIe siècle. Une fois ces premières constatations faites, nous pouvons aussi la comparer à celle du mortier, puisque les 2 ont été trouvés ensemble. Et celle du mortier présente des caractéristiques tout à fait similaires. Je ne vous ai pas mis tout le tour du mortier, puisque tout le tour du mortier compte une épigraphie. L'inscription est bien plus complète que celle du lion. Je vous ai simplement mis les premiers mots, et il se trouve que ce sont exactement les mêmes mots que ceux qui figurent sur le lion. Nous retrouvons Baraka Kamila wa Nima Shamila. L'inscription commence ici. Et je me suis arrêtée à la fin de Shamila. Là encore, une écriture assez trapue, avec des proportions tout à fait similaires à celles du lion, et cette forme-ci se retrouve à l'identique sur le lion. On a quelques variantes, notamment dans le dessin du Nima à la fin, ici. On a une petite variante dans le dessin du Raïn. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait le même style d'écriture, ce qui pourrait indiquer une origine et une datation commune. Le fait qu'ils aient été trouvés ensemble n'est donc absolument pas un hasard. En termes de graphie, ce sont aussi des œuvres qui se rapprochent d'un certain nombre d'autres du Xe et du XIe siècle. J'en ai pris quelques-unes à titre d'exemple. Je vous ai mis juste un exemple, puisqu'il est très bien daté, 2005, d'un coffret d'ivoire où on va retrouver encore le même type d'inscription. Je vous ai souligné ici la même forme, alors ce n'est pas le même mot, mais c'est la même forme que vous pouvez avoir sur le lion là-haut. Et vous pouvez aussi retrouver tout à fait ce type de ligature en demi-cercle que vous avez par exemple ici, ou là. Donc on est vraiment dans un koufik simple, tout à fait caractéristique de la fin du Xe et du XIe siècle. Et on peut ainsi continuer la démonstration avec cette aiguière. Cette fois, c'est un métal, donc il fallait prendre un objet en métal pour pouvoir mieux comparer les deux, qui se trouve conservée au musée archéologique de Madrid. Alors celle-ci est attribuée au XIe siècle, elle n'a pas de datation précise. En revanche, elle a encore une fois la même inscription, ici, que sur le lion, et le même type exactement de formulation. Par ailleurs, petite incise, vous le voyez peut-être ici, figure un lion sur cette aiguière, à la queue fleuronnée et qui lève la patte, qui ressemble beaucoup au nôtre. Donc ces formules de vœux que l'on retrouve sur le lion, on les retrouve aussi quasiment à l'identique sur de très nombreux objets qui, pour la plupart, datent d'entre la fin du Xe et le début du XIIe siècle. Mais on les retrouve aussi sur 2 quadrupèdes qui sont désormais extrêmement bien connus, dont un que j'ai déjà cité à plusieurs reprises ici, et qui est
le griffon de Pise. Ce griffon, conservé à Pise, figurait, puisqu'il est maintenant au musée, depuis le XIIe siècle au sommet de la cathédrale de la ville. On connaît assez bien son histoire, c'est vraisemblablement une prise de guerre faite aux Baléares à la toute fin du XIe siècle, au tout début du XIIe siècle, et il est considéré aujourd'hui comme d'origine espagnole et datant de ce XIe siècle. On lui a accolé, si je puis dire, on a étudié en même temps que lui un autre animal, aujourd'hui conservé au Louvre Abu Dhabi, que l'on appelle le lion de Maricha, du nom d'une ancienne collection, et qu'il a aussi est parfois attribué à l'Espagne, même s'il y a encore une discussion sur cette attribution. En tout cas, le décor est considéré comme espagnol, même si la fonte elle-même est encore en discussion. Ces deux objets ces deux œuvres ont justement fait l'objet de cette fameuse publication de 2018 dont je vous ai déjà parlé. Surtout, les deux sont inscrites, et ces inscriptions sont extrêmement similaires, là encore, à celles du lion. Je vous ferai la démonstration uniquement avec celle du griffon, si on peut considérer que le lion pose encore quelques questions, le griffon, lui, en pose beaucoup moins, c'est pour ça que j'ai choisi de me concentrer sur ce dernier. Et là, vous allez retrouver le même type d'écriture encore, un coup fixe simple, un peu différent puisque les lettres en col de cygne sont plus nombreuses que sur le lion, et surtout, encore une fois, exactement la même formulation, si ce n'est qu'on a des inversions parfois d'adjectifs, mais en dehors de cela, les mots sont exactement les mêmes. L'inscription, là aussi, sur le griffon est plus complète que celle du lion. On a une suite, on n'a pas seulement les 4 mots que je vous ai cités. Vous l'aurez compris, en termes épigraphiques, le lion est donc datable de la toute fin du Xe ou du XIe siècle. Mais ces animaux, le griffon et le lion de Maricha, présentent aussi d'autres traits communs avec notre animal préféré. Tout d'abord, ce sont tous des fontes à la cire perdue. Nous avons eu la chance de pouvoir faire passer le lion de Monzon au laboratoire des musées de France, au C2RMF, ce qui nous vaut ces très belles images. Et vous pouvez voir ici certains éléments. Alors avec la lumière, je les vois un peu moins bien que vous, mais vous avez des petits éléments carrés qui apparaissent, qui sont tout à fait caractéristiques de cette technique. Il se trouve que ce sont les marques de ce qu'on appelle les clous distanciateurs, et ce sont exactement les mêmes types de clous qui ont été employés sur le griffon, qui, comme je vous l'ai dit, a été extrêmement bien étudié, et donc là aussi, on a beaucoup d'informations techniques. Le lion pèse une dizaine de kilos, ce qui implique que la quantité de métal utilisée est extrêmement importante. Mais il n'y a pas que la technique qui peut se rapprocher du griffon, il y a aussi des éléments plus stylistiques et des éléments et des traces d'outils. Tout d'abord, dans les éléments stylistiques, je vous ai fait un petit florilège, il y en a d'autres, ça n'est pas exhaustif, mais vous pouvez tout de suite constater que sur la patte de notre lion, que vous avez ici, on va retrouver des éléments similaires à ces 3 détails du griffon de Pise. Tout d'abord, cette bande d'ocelles ici, que l'on va retrouver, alors là encore, vous l'avez un peu ici, puis vous l'avez sur le devant aussi, je vois moins bien que vous, là, voilà, ici. Donc on retrouve la même bande d'ocelles. Bon, c'est un motif qui n'est pas très compliqué en soi, donc ce n'est pas forcément en tant que tel significatif, mais c'est surtout ce n'est pas le seul. On va aussi retrouver ces bandes de fleurons ici, qui sont tout à fait similaires à ceux qu'on a sur la patte. Et on va enfin retrouver le traitement du pelage sur le griffon, tout à fait similaire à celui du lion ici. Donc on a vraiment des traits qui se rapprochent beaucoup d'un point de vue stylistique entre les deux. Et enfin, on a un autre élément qui est considéré comme une des caractéristiques des ateliers de Cordoue. C'est la trace d'un outil qui a été nommé par Mirko Bassi, qui est la personne qui a fait les analyses sur le griffon de Pise, en anglais comme un 5-dot punch, un outil à 5 points. Donc, sur le griffon, cet outil à 5 points laisse cette trace-ci, et c'est un outil qui ressemblerait à peu près à ça. Il se trouve qu'on le trouve aussi sur le lion, on le voit notamment dans toutes les bandes ponctuées. Je vous en ai mis juste un exemple, mais on le voit très régulièrement et on le voit aussi très bien derrière l'oreille. Si vous allez dans les espaces du département, vous pouvez même le voir à l'œil nu. Alors il semblerait tout de même qu'il y ait une toute petite variante.
Sur le griffon de Pise, cet outil marque 5 points. Sur le lion, on a plutôt l'impression à l'œil qu'il n'en marque que 4. Donc il y aurait là une petite variante dans les traces d'outils. Mais cet outil est considéré comme un des marqueurs permettant de définir une production à Cordoue à la fin du Xe et XIe siècle. S'il fallait réécrire le cartel du lion de Monzon aujourd'hui, vous avez compris, nous mettrions Al-Andalus, Cordoue, fin du Xe ou XIe siècle. Nous n'avons pas beaucoup avancé, je vous l'avais dit, depuis Pascual de Gayangos. Alors on connaît aussi d'autres animaux qui ont été produits et bien produits à Cordoue. Je vous les ai déjà montrés sur la page de Gómez Moreno et nous les retrouvons désormais. Ces 3-là, par exemple, ont été trouvés ou viennent du site de Madinat Az-Zahra. Ils ont ensuite été remployés pour 2 d'entre eux dans des monastères proches du site, à un moment où le site a servi de carrière de matières premières. Ce sont également 3 bronzes à la cire perdue, d'alliage de cuivre devrait-on dire plutôt, et ils sont donc datables plutôt de la fin du Xe siècle. Ces 3 animaux ont été rapprochés d'une description textuelle que l'on doit à l'historien Macquarrie, un historien qui écrit au XIVe siècle, mais en reprenant des textes plus anciens, dont des textes contemporains de la période de Madinat Az-Zahra. Et voici ce que Macquarrie nous dit. Des savants grecs ont rapporté un bassin de marbre de Constantinople à Madinat Az-Zahra. Lorsque le calife l'eut reçu, il ordonna qu'on la plaçât, donc la fontaine, dans le hall est, nommé Al-Mounis, et il fit fixer dessus 12 figures d'or rouge, ce qu'on pense aujourd'hui être du cuivre doré, enrichies de perles et de diverses pierres précieuses. Ces figures avaient été fabriquées dans les ateliers de Cordoue, représentant des animaux variés, par exemple une en forme de lion, placée entre une antilope et un crocodile. En face se trouvaient un aigle et un dragon, et sur les 2 flancs de ce groupe, un pigeon, un faucon, un paon, une poule, un coq, un milan et un vautour. Tous étaient agrémentés de bijoux et de l'eau coulait de leur bouche. Cette description est connue de Pascual de Gayangos puisque c'est lui qui a édité le texte de Macquarrie. Donc il le connaît très bien. Et c'est donc lui qui identifie ces animaux, mais aussi tous les autres autour, dont le lion de Monzon, comme des bouches de fontaine. Jusqu'à présent, je vous l'ai dit, le lion avait été identifié comme une bouche de fontaine et publié comme tel. Néanmoins, ce rapprochement mérite d'être questionné. En termes de conservation, l'état actuel du lion est, je dirais, trop bon. L'objet a été restauré à plusieurs reprises, que ce soit pour être vendu ou ensuite au musée du Louvre, et donc il a perdu une grande part de ses traces archéologiques. Nous ne pouvons donc plus faire toutes les analyses que nous aurions adoré faire et que nous pouvons encore peut-être tenir sur un objet qui, lui, serait resté dans ce qu'on appelle dans notre jargon un état archéologique. Mais néanmoins, il y a des informations qui font que cette notion de bouche de fontaine doit être questionnée. La première, ce sont les lois de l'hydraulique. Alors, j'espère que mes collègues du C2RMF me pardonneront cette petite intrusion dans leurs images. Voici ce que donnerait un tuyau placé à l'intérieur du lion. Alors certes, on peut le faire avec des angles un peu moins abrupts que les miens, mais s'il avait fallu faire couler de l'eau à travers la bouche du lion, voici ce que cela donnerait. La première constatation qu'on peut faire, c'est d'une part que cet orifice-là a un diamètre plus large que celui de la bouche, mais surtout, d'autre part, qu'il y a plusieurs coudes et que ce diamètre est très grand. Dans nos salles de bain actuelles, lorsque nous avons des tuyaux de grand diamètre, ce sont des tuyaux d'évacuation et non des tuyaux d'arrivée. En effet, pour faire arriver de l'eau, vous êtes obligé d'employer un petit diamètre, sans quoi vous n'avez pas de pression et l'eau ne coule pas. Or ici, vous voyez la taille du diamètre de l'orifice sous le lion. Il est absolument impossible de faire passer de l'eau avec 2 coudes en plus dans un tuyau de ce diamètre-là. Et d'ailleurs, lorsque des lions ont été utilisés en bouche de fontaine, et c'est toujours le cas sur les lions de nos fontaines publiques, vous pouvez le constater, ce sont de très petits diamètres qui sont employés. Vous avez ici l'exemple d'un aquamanile occidental, un de ces objets dont la comparaison a peut-être d'ailleurs induit cette appellation de bouche de fontaine aussi.
Et vous en avez ici un autre exemple avec les lions de la fontaine de l'Alhambra. Un troisième exemple encore, c'est ce lion qui se trouve dans nos collections, qui est exposé également dans nos salles. Et là, vous pouvez voir que cette fois, c'est bien une bouche de fontaine, mais vous retrouvez ce tout petit diamètre. Et d'ailleurs, on a l'orifice de sortie du tuyau de l'autre côté. On a donc son cheminement. L'angle est bien plus amoindri que dans le lion de Monzon, où vous êtes obligé, de par la facture du lion, de passer avec ces coudes que je vous ai montrés. Ici, vous n'en avez qu'un seul. Et surtout, vous avez bien la sortie. Alors, il devrait tomber de manière un peu plus raide. La sortie se trouve ici, plus exactement. Et ce diamètre est toujours très petit. Ça ne peut donc pas être un animal qui crache de l'eau. Je vous rappelle aussi que les tuyaux, à ce moment-là, sont en plomb. Ce ne sont pas des tuyaux souples, comme nous pourrions, nous, en avoir aujourd'hui. On peut aussi pousser cette comparaison avec un autre animal, là aussi qualifié de bouche de fontaine, ce cerf qui se trouve conservé à Madrid, où vous retrouvez ces deux mêmes coudes et ces mêmes tuyaux extrêmement larges. Là encore, l'ouverture de la bouche comme l'ouverture du bas du ventre implique que ça ne peut pas être non plus une bouche de fontaine. Et je suis même allée encore un peu plus loin, avec celle qui est conservée cette fois au musée de Doha et dont la facture est encore un peu différente. Cette fois, vous n'avez pas d'ouverture sous le ventre, comme sur le lion de Monzon ou sur le cerf précédent. En revanche, vous avez un tuyau ici. Mais vous voyez le cheminement que devrait emprunter l'eau pour sortir. Déjà, la première chose, c'est qu'il est impossible de faire passer un tuyau à travers cet autre tuyau. Et la deuxième, c'est que si vous laissez l'animal tel quel, l'eau passe à travers toutes les pattes et ne peut absolument pas en ressortir sans une pression qu'il est impossible d'obtenir. Vous avez ici la biche de Doha en situation d'exposition, et là vous l'avez sur ces photos de travail qui vous montrent bien ce tuyau sous la base. C'est d'ailleurs cette même appellation de bouche de fontaine qui avait été accolée au griffon jusqu'aux études menées depuis une quinzaine d'années par Anna Contadini. Or, il se trouve que celle-ci a pu démontrer que le griffon de Pise, tout comme le lion de Maricha, n'avait pas cette fonction. Ils sont aujourd'hui considérés comme des automates musicaux. Vous voyez ici un récipient orienté plutôt vers le bas, et ce récipient était destiné à faire mugir les animaux ou rugir les animaux. Et effectivement, nous avons des descriptions de trônes automates qui étaient encadrés par des lions ou des griffons pour la période médiévale. Alors malheureusement, dans notre lion, vous pouvez voir l'intérieur sur la partie droite de la diapositive, il n'y a aucun reste de récipient. Il n'est donc pas possible de savoir s'il s'agissait bien d'un automate musical. Néanmoins, nous pouvons nous poser à nouveau la question de sa fonction. Ces dispositifs automates existent depuis l'époque hellénistique. On peut citer principalement les traités du pseudo-Archimède, les traités de Philon de Byzance, qui est un scientifique qui vit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou ceux d'Héron d'Alexandrie, qui lui vit au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce sont sur ces principaux traités que se fondent les connaissances des automates dans le monde islamique. Voici juste à titre illustratif une page d'un pneumatica, donc un traité de pneumatique de Héron d'Alexandrie. La copie est tardive puisque c'est une copie byzantine du XIVe siècle, qui est aujourd'hui conservée à Venise, mais où vous avez ces schémas d'arbres sur lesquels figurent des oiseaux automates qui se mettent à chanter lorsqu'on déclenche le mécanisme. En termes matériels, le seul élément de l'Antiquité que l'on a pu identifier comme étant un élément d'automate est ce qu'on appelle la machine denticitaire, que vous avez ici, aujourd'hui conservée à Athènes. On la date parfois de la période hellénistique et elle est aujourd'hui considérée comme étant un élément de calculateur astronomique, donc un système tout à fait différent des automates de cour, beaucoup plus divertissants, mais faisant aussi partie du cérémonial de cour, que ceux que je viens de vous montrer. Dans le monde islamique, peu d'éléments étaient jusqu'à présent identifiés comme des éléments d'automates. Mais on a un certain nombre de textes nous les décrivant. Ils peuvent être mus par des mouvements hydrauliques, mais aussi par d'autres types de forces, par exemple la pneumatique, donc des mouvements liés à l'air, ou par le feu. On trouve aussi, notamment mentionnés en Espagne andalouse, des dispositifs au mercure. Et ce que l'on sait enfin, c'est que tous ces dispositifs mêlent mouvement,
son, lumière avec des lampes, et parfois même des odeurs. Ils font donc appel aux 5 sens. Ils sont très nombreux à être mentionnés dans les textes. Je vous citerai juste quelques-uns parmi les plus célèbres. Celui de Bagdad, par exemple, le cavalier qui tourne au sommet du dôme vert de Bagdad, ou alors l'arbre aux oiseaux chantants du calife abbasside, qui est tout à fait similaire à celui que je vous ai montré sur le traité grec. Et ces connaissances sont aussi partagées avec l'Empire byzantin, en particulier au Xe siècle, puisque l'on sait qu'au Xe siècle à Byzance, il y a successivement 2 trônes automates dans le palais de la Maniore, qui sont destinés à amplifier la majesté impériale au moment de l'arrivée notamment des ambassadeurs. Donc ces automates font partie du cérémonial de cour. Ils font partie d'une culture courtoise qui est commune à toutes les rives de la Méditerranée. Et ils sont aussi prisés en cadeaux diplomatiques. Là encore, le plus célèbre d'entre eux est le cadeau fait par Haroun al-Rachid à Charlemagne, une horloge automate. En Occident, par ailleurs, ce savoir n'arrivera pas avant le XIe siècle. À Bagdad, puisque je vous ai parlé de Bagdad, au IXe siècle, 3 frères, que l'on désigne sous le nom des Banu Moussa, popularisent ces dispositifs et rédigent un traité. C'est un traité dont la postérité est grande et dont on sait qu'il était connu en Al-Andalus. Je suis allée voir ce texte, et dans ce texte, il n'y a qu'un dispositif qui mette en scène un lion. Parmi les 100 figures qui sont comprises dans ce traité, mais ce n'est pas le même dispositif que notre lion. Vous avez ici une copie un peu tardive, une copie du XIVe siècle, et ici une autre copie qui est conservée à Topkapi. Donc ce sont 2 manuscrits différents, mais c'est la même illustration du même dispositif. Dans ce dispositif, vous avez des animaux en train de boire, et vous avez un lion qui surplombe l'ensemble, et les animaux s'arrêtent de boire quand le lion s'arrête également. Donc ils obéissent au roi des animaux. Mais pour boire, ce lion a la tête articulée. Le lion de Monzon n'a pas la tête articulée, ce n'est donc pas un dispositif de ce genre. Ce dispositif est tout de même intéressant parce que le texte précise que pour qu'il fonctionne, il y a un réservoir caché à l'intérieur du lion, pour qu'il fonctionne, les tuyaux qui amènent l'eau et qui la récupèrent doivent être de petit diamètre, sans quoi le manque de pression ne peut pas remplir les bassins. On en revient toujours à de l'hydraulique. Par conséquent, notre lion avec sa gueule grande ouverte ne fait pas partie d'un dispositif de ce genre. Il ne boit pas d'eau. De toute façon, il ne penche pas la tête. En Al-Andalus, à partir du IXe siècle, on sait que les savants maîtrisent ce genre de dispositif également. La cour de Cordoue est réputée pour son savoir, celle des Taïfas au XIe siècle également, et pour leur érudition scientifique. On va trouver, tout au long de l'histoire de la péninsule, diverses mentions d'automates, de dispositifs artificiels, qui sont généralement placés dans les jardins des résidences, parfois dans certaines pièces un peu spécifiques. Je vais juste en citer un ici. Une coupole tournante qui est située dans le palais de Madinat Az-Zahra, encore une fois, et qui est mue par un bassin de mercure. Alors, dans ce cas-là, il est difficile de savoir si c'est véritablement une coupole automate qui pouvait tourner, ou si c'est simplement une illusion d'optique générée par le fait que le bassin de mercure était agité et que les éclats du mercure se répercutaient sur les murs et sur la coupole. Mais Macquarrie nous apprend aussi que les ingénieurs de la cour de Madinat Az-Zahra étaient capables de produire des dispositifs de ce type. D'ailleurs, les Banu Moussa ont fait des émules. Et l'on connaît un autre traité d'automates, rédigé à Cordoue, à la toute fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle. L'auteur en est un certain Al-Mouradi, sur lequel on sait peu de choses, si ce n'est que c'est une grande famille cordouane. Mais cette période, évidemment, est celle qui nous intéresse le plus. Ce manuscrit est appelé le Livre des Secrets. On le connaît par une copie copiée sous Alphonse X au XIIIe siècle. Et il est aujourd'hui conservé, dans sa seule version, à la bibliothèque laurentienne à Florence. C'est une copie qui malheureusement n'est pas datée, ce qui fait qu'il y a encore quelques interrogations sur la période exacte de rédaction du traité. Il inclut, lui, 30 mécanismes, qui ont été reconstitués il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, par des ingénieurs spécialistes de Léonard de Vinci, des ingénieurs italiens. Et vous allez voir, la plupart de ces mécanismes comprennent des figures humaines qui peuvent s'animer de diverses façons.
J'en ai choisi une première pour vous montrer les principes de ces automates. Il s'agit de la figure 11 de ce livre des secrets. C'est très bref, mais je vais vous le repasser. Vous avez constaté qu'il s'agit d'une horloge et à chaque heure, la jeune femme qui est située en fond d'horloge crache une bille qui tombe dans un récipient, ce qui permet de marquer les heures. Je vais vous le remettre. Le deuxième élément que vous pouvez aussi constater, c'est que ces dispositifs sont formés pour leur majeure partie d'éléments périssables, ce qu'on appelle organiques, du bois, des cordes, quelques engrenages aussi, des lampes, et seules les figures sont en métal. Et nous savons par le traité qu'elles sont en métal coloré, mais nous ignorons selon quelle technique elles sont exactement colorées. Alors, tous ces éléments, le bois, les cordes, etc., ont aujourd'hui disparu. Lorsque l'on retrouve simplement un petit engrenage ou une petite poulie, il est très difficile, dans un chantier de fouilles par exemple, de savoir si cela a pu appartenir à ce type de dispositif ou à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et donc c'est pour cela que ces dispositifs sont encore si mal connus. Vous avez vu aussi qu'il y a un système de réservoir d'eau en partie basse qui permet d'alimenter l'horloge et qui, par un système de contrepoids, contrôle l'écoulement du temps et donc permet de marquer les heures. Alors que lorsque les figures en métal ont survécu, le souvenir de leur fonction précise s'est très souvent évanoui et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne les identifions plus comme telles. Néanmoins, comme vous l'avez compris, le lion pourrait tout à fait être un élément de ce type. Alors, il n'est pas simple du tout de le mettre en rapport avec un mécanisme précis, mais il y a un élément qui pourrait nous aider et sur lequel je ne me suis pas encore arrêtée. C'est la queue articulée. En effet, vous l'avez constaté, cette queue peut bouger, et elle bouge même très bien. Elle peut être posée sur le dos, comme ici, ou elle peut être dressée, comme là. Et lorsqu'elle est dressée, je vous ai mis un petit agrandissement, elle s'appuie sur l'arrière-train du lion, mais il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas de trou, en tout cas rien de visible aujourd'hui. Ce qui fait que ça ne peut pas non plus être un dispositif permettant d'actionner une pompe, par exemple, parce qu'il n'y a aucun élément qui permette de le relier à l'intérieur. Alors, il n'y a pas d'élément qui permette de le relier à l'intérieur, mais il y a tout de même quelque chose d'un peu particulier. Il se passe malgré tout quelque chose à l'intérieur, au même endroit. Et nous sommes allés voir de près, à l'intérieur, à l'endroit exact où tape la queue, vous avez le métal est légèrement aminci. Vous avez un amincissement du métal avec tout de même un orifice. Ce n'est pas complètement percé, mais il y a tout de même quelque chose qui se passe à cet endroit-là, une sorte de renfoncement. Je n'ai pas encore de réponse à la question de savoir à quoi sert ce renfoncement, mais une hypothèse simplement que je voudrais vous présenter. Le métal sonne, les alliages de cuivre sonnent, lorsque vous tapez sur un objet en métal, il résonne, et peut-être que la queue était destinée à cela, à faire résonner ce dispositif à un moment où le lion aurait pu avancer. Dans le manuscrit de Mouradi, il n'y a là encore qu'un seul dispositif qui met en scène des lions. Et ce n'est pas exactement la même chose que le nôtre, même si on peut tirer un certain nombre d'enseignements de ce dernier. Il s'agit cette fois de la figure 6 que vous allez voir immédiatement. C'est une horloge, là aussi, une horloge qui cette fois sonne les heures, marque les heures plutôt, de manière différente. Vous avez d'une part des petites ouvertures et le passage d'une bille devant des petites niches en partie haute, et vous avez d'autre part les deux lions qui crachent des billes, là encore, dans un récipient. Je vais vous le remettre.
Les lions ont un tuyau qui arrive derrière la tête, ce qui n'est pas non plus le cas du lion de Monzon. Mais dans ce même manuscrit, il y a d'autres dispositifs où les petites billes, ou les plus grosses billes, arrivent cette fois par le dessous, et notamment pour des personnages qui se trouvent debout, on a un système qui achemine les petites billes jusqu'en hauteur par le dessous. Donc c'est plutôt un dispositif de ce type-là, qui aurait pu être mis à l'intérieur du lion. Il n'empêche que l'alliance de la queue qui pourrait produire un son, plus du lion qui cracherait des petites billes, correspond là aussi tout à fait aux descriptions textuelles qui nous apprennent que, comme je vous l'ai dit, les animaux bougent, mais ils rugissent aussi, ou ils chantent quand il s'agit d'oiseaux. Et nous avons tout à fait la place à l'intérieur du lion pour disposer à la fois un élément sonore et un tuyau d'acheminement des petites pierres. Enfin, il y a un dernier élément. Souvenez-vous, le lion a été trouvé avec un récipient que l'on a identifié comme un mortier. Mais peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un mortier. Peut-être qu'il s'agissait en réalité d'un récipient qui servait à réceptionner la marque du passage des temps. C'est sur ces quelques hypothèses que j'achèverai mon propos aujourd'hui. Mais même si je n'ai pas répondu à toutes les questions, j'espère bien vous avoir convaincu que, malgré l'absence de détails sur le fonctionnement exact du lion, ce dernier mérite déjà non seulement de changer de datation, mais aussi de fonction. Je vous remercie de votre attention.